Pour me présenter à vous, donc, je suis né au Vietnam. Je suis né au Vietnam, je fais partie de la génération des Bot People. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Les Bot People, c'est un peu les Syriens de l'époque. C'est-à-dire que nous avons fui le Vietnam après la guerre. Parce qu'au Vietnam, c'était la famine, c'était le communisme, c'était la dictature, c'était dur, donc on mourait de faim, donc on partait les uns après les autres à travers la mer avec une petite barque et puis ce qu'on avait sur nous et le peu d'or qu'on avait sur nous, les richesses qu'on avait, et on partait et on fuyait par la mer. Donc en vue d'être recueillis par les bateaux en mer ou arriver en Malaisie, qui était un camp de réfugiés qui nous permettait d'avoir peut-être accès à un pays occidental. Donc à l'époque, c'était bien parce qu'on avait des pays pour nous accueillir. Et moi, pour ma part, je suis parti avec donc mes parents qui nous ont emmenés sur une barque avec un petit moteur et puis des grosses galettes de riz. Et puis on était à l'époque 3 frères et sœurs, dont un qui avait 6 mois. Fung, lui, mon petit frère, est né en France. Et donc on est parti, on a été recueillis en mer par un cargo qui est passé par là, qui nous a déposés en Malaisie, dans un camp de réfugiés. Et de là, on a eu la chance de pouvoir venir en France, mais ça aurait pu être n'importe où, au Canada, aux États-Unis, là où il y avait de la place. Donc nous, on a eu beaucoup de chance, on est arrivés vivants, on ne s'est pas perdu en mer, on ne s'est pas mangé entre nous, on est arrivés sains et saufs. Donc contrairement à maintenant aux Syriens et aux autres gens, voilà. Ça c'est mon parcours au Vietnam. Donc je suis arrivé en France à l'âge de 8 ans. Donc autant vous dire que je suis arrivé sur une terre complètement inconnue, je ne parlais pas français, j'ai appris le français en 1 an. Et donc intégration rapide quand on est enfant. Et donc j'ai continué donc mes études en France, fait mes études en France. Plutôt très bon élève au début, et puis après je suis revenu un peu comme tout le monde, assez feignant, et faire redoubler, faire en bon français, quoi. Donc ça aussi, c'est l'intégration. Faut pas montrer qu'on est le premier à bosser, sortir de la caricature et être feignant et cool comme les autres. Donc j'ai fait mes études en France, donc avec des parents qui ne parlent pas très bien français, toujours pas. Et du coup, on essaie de survivre, de s'adapter comme on peut en apprenant le français, les us et coutumes et tout ça. Donc du coup, j'ai pas, contrairement à vous, et ça c'est vachement bien que vous soyez au courant de ce que vous faites vous et de ce que vous envisagez vous pour votre futur. Moi, j'ai pas choisi. J'ai pas choisi parce que je n'ai pas été conseillé et puis parce que je suis dans un pays dont je ne connais strictement rien, et donc au niveau des personnes proches, il n'y avait personne non plus pour me conseiller. Donc du coup, et puis surtout, je vous parle de ça parce que je veux vous parler en fait des limites et des acquis de chacun, de ce que vous possédez, de ce que vous ne possédez pas, pour faire un point sur vous-même et pour pouvoir avancer. Donc moi j'ai pas trop choisi mes études, j'ai fait bac génie mécanique auto parce que j'aimais bien les voitures et puis parce que j'avais un copain qui voulait faire ça. Donc pour vous dire comment on choisit parfois les études dans la vie. Et surtout j'habitais à Carcassonne et il fallait prendre un appart à 7 au lycée Joliot-Curie, et j'avais 16 ans ou 17 ans, il fallait prendre un appart et payer son loyer et tout ça, mais je suis parti quand même pour faire des études en mécanique. À partir de là, donc j'ai eu mon bac de manière très moyenne, c'est-à-dire 10.00, ça veut dire en fait je ne l'ai pas eu, mais on me l'a donné, autant vous dire, parce que j'étais sympa. Et donc j'ai eu mon bac, et puis à partir de là, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on devient chef, on fait un BTS, chef d'atelier dans un garage Renault ou Peugeot, et puis voilà. Moi, pour ma part, ça me plaisait pas trop en fait les études en mécanique, même si j'aimais bien les voitures.
Et donc je suis parti à Perpignan avec ma copine de l'époque qui était prise en BTS et donc je me suis dit je vais trouver bien des études à faire à Perpignan. Donc j'ai fait comme tout le monde, je suis allé à la fac voir ce qui se faisait. Donc je suis allé à la fac, on m'a dit oui, alors droit, bon, droit, tu viens de mécanique auto, pas terrible pour toi. Donc voilà, comme quoi le cursus commence très tôt bon ça vous le savez déjà, vous avez déjà franchi tout ça. Donc j'ai choisi de faire des études de sociologie. Alors là, pourquoi j'ai choisi sociologie? Alors ça c'est encore un choix pas très intelligent de ma part. J'ai choisi sociologie parce que j'étais déjà indépendant à l'époque. Donc j'avais mon appart. Je voulais passer mon permis, je voulais acheter une grosse moto, je voulais vivre bien, correctement par rapport à mes autres copains qui à l'époque galéraient un petit peu parce qu'ils étaient étudiants. Et moi je voulais avoir du temps pour à côté de mes études travailler et donc ramener de l'argent. Ce qui n'est pas un bon calcul du tout. Parce que du coup j'ai pas fait des études qui permettent d'avoir un poste grâce à ces études si on le voulait. Alors qu'il vaut mieux galérer quand on est jeune, étudiant, manger des pâtes et avoir un bon poste après, que rouler en gros cube comme moi à la fac et puis après avoir pas forcément un diplôme qui vont avec. Donc voilà, donc j'ai fait mes études en sociologie et puis la sociologie, donc j'ai fait une maîtrise en sociologie, ça n'existe plus, ça s'appelle un master 1 maintenant. Après ça, pendant ma 4e année de fac, j'étais pion et puis je me suis dit, bon, il faut préparer sa sortie. Et préparer sa sortie avec une maîtrise en sociologie, il n'y a pas grand-chose. Soit on continue, on devient chercheur ou fonctionnaire quand on trouve un poste. Donc j'ai commencé pendant mes études à travailler en même temps à Quick et en même temps dans une agence immobilière en tant que commercial. Donc j'ai débuté dans l'immobilier, je faisais 3 jobs en même temps. Donc j'étais étudiant, je travaillais à Quick et en même temps j'étais agent immobilier. Et donc j'ai commencé dans l'immobilier, tout se passait correctement, j'espérais reprendre une agence, machin. Donc je me suis dit, j'ai peut-être trouvé une voie qui m'était pas du tout destinée par rapport à mes études, par rapport à tout ça. Et donc, gros accident, machin, plongeon, gros accident de moto, 1 an de galère, 1 an d'arrêt maladie, gros plongeon financier, gros plongeon social, grosse galère pendant 1 an, vraiment le fond du fond du fond. Avec Coraline, donc l'accident de moto. Donc au bout d'1 an, Coraline est partie en Inde se former au yoga parce qu'elle avait commencé le yoga aux États-Unis. Et donc elle est partie en Inde se former pour devenir prof de yoga. Donc parce j'avais récupéré ma jambe, on s'était remis à peu près à flot. Et en revenant, donc elle s'est dit je veux donner des cours de yoga et plus tard j'aimerais bien avoir un studio de yoga. Bon, mais ça me paraissait encore complètement illusoire et vachement optimiste. Sauf qu'on a visité un local comme ça un jour et puis on est arrivé, on a dit bon ok, on repart, on dit ok, on appelle le propriétaire, on vous le prend mais on prend le plus grand local. Alors que j'avais toujours dit à Coraline, un jour on ouvrira un studio si tu veux, parce qu'elle donnait des cours à la maison, mais qu'on aura de l'argent et qu'on aura de l'argent un peu de côté parce qu'on avait strictement 0. Donc on a pris un local et sans avoir aucun argent, c'est-à-dire qu'on a annoncé une ouverture à 4 semaines. Donc autant vous dire que sans argent, on a annoncé une ouverture, il fallait faire les travaux, donc on a retapé 150 mètres carrés en 4 semaines, avec des gens qui ont travaillé de nuit en même temps, le peintre qui faisait la peinture, le plombier qui faisait le truc, l'électricien à côté qui bossait toute la nuit. Donc on a fini les travaux en 4 semaines sans argent et on a démarché les banques pendant ce temps-là. On a eu l'argent 1 semaine avant l'ouverture. Avec un banquier qui nous a fait confiance, une banquière qui nous a fait confiance et des autres qui nous ont plutôt rayonné. Et on a fini les travaux 1 heure avant l'ouverture, comme on se fait, comme on a fait ici. C'est une habitude. Et donc on a eu l'argent 1 semaine avant avec des gens qui nous ont avancé les travaux. Donc tout ça pour dire que finalement notre studio maintenant ça fait 5 ans à Perpignan, c'était le premier studio de la région.
qui a étonné beaucoup de monde parce que les gens ne pensaient pas qu'on pouvait faire du business avec le yoga, parce qu'ils connaissaient tout simplement pas le yoga non plus. Donc c'était très bizarre pour la plupart des gens qu'on fasse ça. Maintenant ça fonctionne bien, ça tourne tout seul, grâce à Coraline qui est une super prof reconnue et aussi qui est un associé formidable. Bon, j'arrête de lancer ça, elle est là, elle me regarde. Donc elle note. Donc nous avons lancé le studio qui tourne très bien maintenant, on a pu le déléguer et donc souvent on nous disait oui pourquoi vous venez pas à Toulouse, les gens qui venaient de Toulouse, de Montpellier, ailleurs nous disaient oui pourquoi vous n'ouvrez pas un studio à Toulouse, il n'y a pas ce que vous faites ici, on aimerait bien avoir la même chose, donc le yoga, le hot yoga, un studio pluridisciplinaire et tout ça. Mais on n'a pas plus d'argent que ça non plus même maintenant. Mais on s'est dit oui, pourquoi pas ouvrir ailleurs. Donc on a repéré ici donc un petit peu le quartier, on a repéré Toulouse, on est venu passer quelques week-ends, prendre la température de Toulouse, très fraîche et très humide. Mais on a trouvé la ville vachement sympa et donc on s'est dit on va peut-être ouvrir un studio. On a commencé à regarder au niveau des locaux de ce qui se faisait. Donc inaccessible pour nous, loyer super cher, par rapport aux surfaces qu'on voulait, impossible. Et puis de toute façon, par rapport à l'activité qu'on voulait faire, il fallait que ça puisse recevoir du monde, et puis surtout au niveau banque, ça ne serait pas passé. Donc on avait été un peu refroidi et puis un jour on a visité une péniche à côté et finalement on est tombé sur cette péniche là et puis on s'est dit bon ben bingo, c'est sur une péniche qu'on veut faire du yoga et on fera un restaurant avec, donc on y va. Donc on a décidé d'acheter cette péniche là mais ben, toujours pareil, sans argent. Donc on a démarché donc quelques banques, mais j'ai démarché quelques banques par principe de déposer des dossiers qui prennent beaucoup de temps. Donc il y a un banquier ici qui pourra vous confirmer. Pour monter une société où vous empruntez des grosses sommes dans le domaine du yoga et on vous demande souvent ben, est-ce que vous avez les 30% d'apport. 30% d'apport ici, on ne les avait pas du tout, on n'avait même pas 10%. Par contre, on a toujours un banquier, et c'est là ce que vous faites ici est très important. On a un banquier qui est un ami, qui fait partie d'un réseau. Je peux vous dire, ça s'appelle la Table Ronde, un club d'amis, et dans lequel on fait aussi des affaires par amitié. Et ça, c'est vachement important. Donc cet ami-là croit beaucoup en nous, il a vu ce qu'on faisait à Perpignan et donc lui, je savais qu'il allait plus ou moins nous suivre. Mais ça n'empêche qu'on fait une activité qui est complètement méconnue, le yoga. Bon, il y a la restauration qu'on envisageait avec, même si on avait un peu de recul, mais c'était à Perpignan. Ici, on part sur des projets beaucoup plus gros. Et surtout sans beaucoup d'apport, c'était pas facile et pas gagné d'avance et je pense que nous avons eu notre prêt parce que nous avons eu du début jusqu'à la fin un vendeur qui a vachement cru en notre projet. Ça, mine de rien, le vendeur il n'est pas là toujours pour négocier votre projet. Vous pouvez devenir ami avec un vendeur qui croit en votre projet et qui va vous faciliter vachement la tâche. Vous pouvez aussi réussir à monter votre société parce que donc, le banquier vous suit, mais parce qu'il croit en vous et qu'il a pris le temps en fait, de vous connaître et de savoir que vous n'êtes pas, même s'il épluche des comptes, mais que vous êtes courageux, que vous avez envie, que vous savez vous priver de certaines choses, qui croit en vous finalement, où la relation humaine domine un petit peu les dossiers. Parce que nous, au niveau des dossiers, ben, n'importe quel autre banquier, en épluchant le dossier, ils ne nous auraient pas forcément pris, enfin, ils ne nous ont pas pris, c'est sûr. Alors que, donc grâce à ça, et grâce aussi, parce que nous avions aussi un avocat, un ami fiscaliste, qui nous a vachement aidés. Dans ce club-là, il y avait aussi un notaire qui était un ami, donc du coup, ça facilite aussi la transaction.
Et si vous avez derrière, si vous connaissiez aussi un expert comptable, tout ça, ça peut vous aider. Donc ce que je veux dire par là, c'est que du coup, dans vos projets, dans ce qu'on a fait nous, le projet est vachement important, les chiffres sont vachement importants, mais ce qu'on a voulu surtout faire, et ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est de nous entourer des bonnes personnes, d'être correct avec eux, de montrer, on n'a pas peur de se mettre à nu, de leur montrer ce qu'on a envie de faire et de leur dire que, ok, on va faire des choses, on veut les faire à long terme, accompagnez-nous, on restera fidèle, même si pour l'ami banquier, nous, on n'est pas grand-chose, on est juste un petit client. Mais par contre, par principe, il le sait que de toute façon, on est prêt à tout lui amener, tous les comptes, à tout déposer chez lui, et qu'on lui restera fidèle, et que le notaire, l'avocat et tout ça, qu'on leur restera fidèle. Et malgré dans ce monde de business, où tout est basé sur les chiffres et sur les pronostics, le côté humain, vraiment, nous, c'est grâce à ça qu'on a réussi à monter notre affaire. Et c'est ce qu'on essaye de faire actuellement en continuant dans ce schéma-là, dans ce principe-là. Et ça, moi, je suis plutôt dans le côté chiffre. J'essaye de faire des business plans, j'essaie de prévoir, j'essaie de calculer. Mais je suis associé. Donc du coup, vous, peut-être que vous allez vous retrouver aussi en association si vous montez un business. Et l'association, c'est à double tranchant. Donc c'est vachement important, mais ça peut faire exploser complètement votre projet. Moi, pour l'instant, et bon, Coraline aussi, hein, elle a de la chance. J'ai de la chance d'avoir quelqu'un qui est à l'opposé de moi. Parce que qui est beaucoup plus dans le ressenti que moi, qui fait les choses de manière entière, mais côté humain, sans regarder les chiffres, parce que par nature, ça ne lui parle pas. Donc, ce qui fait son défaut, de ne pas comprendre les chiffres, lui permet de mettre ce côté financier et rentabilité de côté, mais de se baser seulement sur l'humain. Donc du coup, ce que je veux vous dire, c'est qu'au niveau des associations, donc ça peut être à double tranchant. C'est bien de s'associer avec des personnes qui sont peut-être complètement différentes de vous, mais complémentaires, avec une ligne de mire, donc commun. Donc si vous avez les mêmes objectifs, mais que vous êtes différents, ça peut vachement compléter et vous éviter de faire certaines bêtises et de plonger dans les extrêmes de chacun ou de l'autre.